Je travaille à TBC pendant, on va dire, 3 ans et demi sans salaire. Il suffisait de dire bonjour à, quelqu'un qui a un shopping au marché Mendon ou à quelqu'un qui a un salon de coiffure au marché Acacia. Et puis, à la fin de l'émission, il vous donne une petite motivation. Et le patron n'avait rien à dire parce qu'il ne nous payait pas. Donc, j'ai signé mon premier contrat à TBC pour un salaire de 110 000. J'arrive à Radio Lumière, je commence. Et puis, à un moment donné, le promoteur, Feu Joseph Dissamba, se rend compte que j'habite loin. J'habite Mendon et il faut venir à Tropicana. Il me demande donc d'aménager là-bas. Il m'offre un studio moderne avec tout ce qui va avec. Mon terrain, c'est l'argent de Radio Lumière. 90 000 le mois. Et les 90 petits 000 avantages le mois. et tout. Après, je vois un terrain qui me coûte 1 500 000, j'achète. Parce que les problèmes de M. Dissamba ont commencé bien avant sa mort. Hein. Et après son décès, c'était la catastrophe. C'est à Equinox que je commence vraiment à faire du vrai journaliste. Nous sommes les deux qui venons vraiment implanter Equinox à Yaoundé. Je dis depuis 2010, jusqu'au moment où je vous parle là, je n'ai pas eu d'arrêt de salaire à Equinox. C'est vrai? Le Gombo peut aider. Le Gombo aide. Mais je ne pense pas que j'aurais pu vivre avec le Gombo depuis que je suis à Equinox jusqu'à aujourd'hui et avoir la petite vie que j'ai, je ne pense pas. C'est ici à Yaoundé qu'on veut donner l'impression que Equinox est la chaîne de l'opposition. Vraiment, Equinox ne dit jamais ce qui est bien. Et notamment ceux qui ont vu nos débuts. Il serait bien que ces personnes soient là pour voir qu'on peut faire effectivement 22 ans avec une femme et l'épouser. J'ai estimé qu'on a suffisamment fait des sacrifices, elle comme moi, pour aller se cacher pour se marier. On se dit, à la hauteur de ce qu'on a vécu pendant 22 ans, il faut qu'il y ait quand même des témoins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast Médiatude Inspire. Notre invité ce jour fait partie des voix qui ont marqué l'histoire des premières radios privées dans la ville de Yaoundé. Son visage n'est peut-être pas connu de tous, mais sa voix est une marque. Il est aujourd'hui présenté comme un meuble à Equinox TV, où il a déposé ses valises il y a bientôt 20 ans après un passage remarqué dans d'autres médias. Reporter dans l'âme, ce passionné de terrain sillonne au quotidien les coins et recoins du pays, des lieux sophistiqués aux bidonvilles, pour dénicher une histoire ou un cas bouleversant et rendre compte aux téléspectateurs de la chaîne du peuple. Au fil des années et des situations difficiles, il est resté fidèle non seulement à cette télé, mais aussi à son poste de reporter atypique, sans presque jamais se convertir en présentateur TV, un rôle que convoitent beaucoup de journalistes. Aujourd'hui, il va se raconter l'histoire de sa vie, partager les risques qu'il a souvent pris sur le terrain et qui parfois ont permis de changer les vies de nombreux Camerounais. À tout de suite. Bonjour Marcelin. Bonjour Yves Martial. Est-ce que j'ai le droit de te tutoyer? Il n'y a pas de souci. En réalité, entre les confrères, on doit se tutoyer. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Médiatude. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va, je suis en forme, la santé ça va, on essaye. Il y a des difficultés, mais ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si je dis je suis Marcelin Gansop, ça te rappelle quelque chose? Beaucoup de choses. J'ai l'habitude de faire des stand-up depuis une vingtaine d'années, donc oui, dans des grands reportages, je signe très souvent. Ça te rappelle pas la conclusion d'une émission à l'époque en radio? Oui, TBC Radio, par exemple, Radio Lumière. La matinale, oui. Tu as animé la matinale. J'ai animé la matinale à TBC, je l'ai fait également à Radio Lumière pendant quelques années quand même, oui. Les gens ne savent pas que tu as été animateur radio. Tu as gagné la capitale. J'ai même commencé par ça. Hein. Oui. Très souvent, on pense que je n'ai fait que du journalisme jusqu'ici. J'ai commencé par l'animation, justement. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'ai commencé par là. Justement, j'aime parler de mon père parce que c'est mon père qui m'a fait beaucoup aimer les médias. On écoutait la radio ensemble, on écoutait ta matinale, il aimait beaucoup tes conclusions. Ouais. Tu as commencé à Radio Lumière ou à TBC, ça fait longtemps? TBC d'abord. TBC Radio. Mais avant TBC, c'est à TV. Les gens savent peut-être pas aussi ça. Peut-être lorsqu'on ira dans les archives tout à l'heure. Et comment tu te retrouves donc à entrer à la radio? Tes débuts, tu commences par la radio ou bien tu commences... Pas la radio. Alors, je suis à Bafoussam, je suis en classe, je crois, de seconde au collège Saint-Thomas d'Aquin, de Bafoussam, qui est un peu l'équivalent du collège Volta à Yaoundé. C'était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, le meilleur établissement. Et donc, pendant les vacances, je m'ennuie un peu. On avait l'habitude d'aller aider maman à vendre ses beignets. Mais cette année-là, je suis intéressé par la radio.
Déjà parce que pendant la période des classes, à Siati Bafoussam, il y avait une émission qu'on appelait Fréquence Laser, présentée par un grand frère qui est aujourd'hui à la retraite, On est en quelle Jacob année? Guini. On est en quelle année? Nous sommes en 97. Oui. 97. Et donc, je suis intéressé par la radio, parce que j'écoute Fréquence Laser, c'était tous les samedis de 16h à 18h, avec le journal en direct du Poste National qui intercalait. Et donc, j'écoute, je me dis, ben, écoutez, pourquoi pas faire un petit tour là-bas pour voir aussi comment ça se passe. Et donc, pendant les vacances de 1997, je vais à la radio et puis je me renseigne comment je peux faire pour intégrer l'émission des jeunes. À cette époque, il y avait justement 2 émissions pour les jeunes qui étaient intéressés par la radio. On avait Fréquence Laser qui passait les samedis, je l'ai dit, et puis il y avait Podium Jeunesse qui passait les mercredis. Podium Jeunesse était coordonné par un certain François Bakary, qui lui aussi a pris sa retraite à la CRTV, pendant que Fréquence Laser était coordonné par Jacob Guini. Et donc j'y vais, et puis je suis intégré dans l'équipe des jeunes de Fréquence Laser, et puis voilà comment ça commence l'aventure à la radio. Et pendant cette aventure à CRTV, tu es encore élève? Je suis élève au collège Saint-Thomas d'Aquin, comme je l'ai dit, et donc je le fais pendant 2 ans, puisqu'en 98 j'ai mon baccalauréat. Je viens à Yaoundé, et quand j'arrive à Yaoundé, je suis déjà piqué par le virus du journalisme, de l'animation radio. Et puis je me dis, je suis inscrit à SOA, mais je ne peux pas arrêter avec la radio. Et donc pendant les vacances, la CRTV lance également un appel à manifestation. Et puis j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer. Il faut dire que ce n'était pas déjà facile, parce qu'à Bafoussam, je peux vous dire que j'ai fait 1 an et demi avant de parler pour la première fois à la radio. Et je peux vous dire toute l'émotion qui va avec. Lorsque vous êtes tous les jours à la radio, vous travaillez à la réalisation d'une émission, mais vous ne passez pas l'antenne. À un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas capable de faire comme les autres? Mais plus tard, on comprendra pourquoi il fallait prendre ce temps-là. Et donc, j'arrive à Yaoundé en 98. Je viens d'avoir fraîchement mon baccalauréat à être espagnol. Je vais m'inscrire à SOA parce que, évidemment, même s'il faut faire les différents concours, je me suis dit qu'il fallait d'abord me caser quelque part. Parce que par ailleurs, j'avais des aptitudes, ou plutôt, j'avais envie de faire également dans l'avocature. J'avais l'impression que j'avais un intérêt à défendre les causes faibles. Donc, quand j'allais à SOA, c'était pour être juriste. Je voulais être avocat, en fait. C'était vraiment ce qui m'a amené à aller à SOA. Donc, je m'inscris en première année en 98. Et puis, en même temps, donc, je continue avec la radio. Je vais à CRTV Bafoussam. Nous sommes très nombreux. Il faut bien faire la sélection. Et Willy Ngaïso, paix à son âme, c'est lui qui, avec Hubert Photosobgui, paix à son âme également, ce sont eux qui sont chargés de prendre les jeunes qui vont animer donc la radio de vos vacances à la CRTV. J'ai la chance, pendant 2 ans, d'être retenu dans le cadre de cette émission. Je peux vous dire que ce n'était pas facile non plus, parce que malheureusement aujourd'hui, on arrive à la radio et le lendemain, on est à l'antenne. À la CRTV, je peux vous dire qu'à l'époque, il fallait passer par une sélection rude, parce que nous étions très nombreux, et on ne voulait que quelques gens, je crois une dizaine. Si vous allez à la CRTV fouiller les archives, vous allez voir la note qui indiquait clairement les jeunes qui étaient retenus pour participer à ce stage de vacances. C'est là où j'ai fait la connaissance de Serge Edjou, Jules Elobo, Katine Toulou et Benny Manfred. Ce dernier nom m'intéresse particulièrement parce qu'après avoir fait tellement de stages à la CRTV, à un moment donné, il s'est dit, je mérite d'être recruté ici. Et pour la petite histoire, il a été recruté à la CRTV. Nous n'avons pas eu peut-être la même persévérance, la même chance que lui, mais je ne pense pas qu'on regrette beaucoup aujourd'hui. Et donc, William Guaiso et Hubert Photosobgui, paix à leurs âmes, sont eux qui sont chargés donc d'encadrer cette jeunesse dynamique qui avait des ambitions de faire du journalisme. Je peux dire que c'est un peu là-bas que j'ai été façonné et que j'ai un peu laissé l'animation. Parce que lorsque je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je commence à Bafoussam, Fréquence Laser était essentiellement une émission d'animation, parce qu'on jouait de la musique, il fallait chercher des informations sur les stars, avec les dédicaces et tout ça. Bon, Peugeot Genève, c'était un peu plus développé que ça, parce qu'en dehors de l'animation, il y avait un journal. Mais à Bafoussam, chaque année, pendant les vacances, j'allais faire également les stages à la radio sous l'encadrement des aînés qui étaient là-bas. Il y en a qui sont aujourd'hui malheureusement décédés comme Andé Ndiapa, mais il y avait aussi Paul Bruno Bidias qui par la suite a été affecté à CRTV Poste National. Ce sont eux qui nous encadraient à Bafoussam. Donc je parle de Bafoussam, certes ayant commencé dans l'animation, mais ayant également embrassé effectivement le journalisme. Et il me souvient que Jacob Guigny à l'époque m'avait dit tu as une voix qui peut te permettre de t'en sortir dans n'importe quel domaine que tu vas embrasser. Donc,
c'est vrai, ici tu fais de l'animation, mais je te proposerai également de penser à t'intéresser effectivement à la rédaction des articles, des papiers radio et tout ça. Ça va te faire beaucoup de bien. Et donc à Yaoundé, au poste national, oui, on le fait. C'est nous qui présentions le journal des jeunes, vacanciers et tout ça. Et en même temps, beaucoup ne savent pas également ça. J'ai flirté avec la presse écrite, parce que lorsqu'on lance 100% jeunes, Mais 100% c'est après la à, CRTV. à Yaoundé, je peux dire que c'est quasiment la même période. Donc tu fais tes armes À la radio, en même temps, je suis là-bas. Je vais vous dire pourquoi je fais 100% jeune. Parce qu'en fait, je suis inscrit à SOA. À l'époque, c'était pas évident. Les parents n'avaient pas suffisamment de moyens pour payer déjà les frais de scolarité. Et puis, j'habitais Mendon. Vous quittez Mendon pour aller à SOA. Il faut d'abord passer par la poste centrale et ensuite continuer. En termes de transport, c'était minimum à l'époque 1000 francs par jour. Et on y allait quasiment tous les jours, y compris le week-end, sauf le dimanche. Donc, pour un jeune étudiant qui arrive à Yaoundé, dont les parents n'ont pas les moyens, il faut bien survivre. Et donc, 100% jeunes payés à la pige. C'est-à-dire que chaque fois que vous écriviez un article qui était publié, on vous donnait 3500 ou 5000 en fonction de l'espace qui avait été choisi pour publier votre article. Donc, je vais à 100% jeune en fait parce que c'est vrai, c'était pour sensibiliser contre le sida, les comportements à adopter et tout ça. Ça m'intéresse en tant que thématique. Mais en même temps, je me dis, ça peut me permettre d'avoir quelques rentrées d'argent que je vais injecter dans mes études du côté de soi. Donc, je vais là-bas et puis on nous forme quelques temps et je commence à faire des articles. On les publie et effectivement, il y a après un peu de la rémunération. Ça permet donc d'injecter ailleurs. Par contre, à la CRTV, il n'y avait pas grand-chose à attendre à la fin, sinon peut-être un certificat de participation, mais davantage l'apprentissage. Donc pour moi, tout cela, j'ai pu manier ça, joindre l'utile à l'agréable, et ça s'est plutôt bien passé. Donc tu apprends l'audiovisuel à radio, à Bafoussam et à Yaoundé Poste National, Oui. Et l'écriture à 100%. À 100% jeune. À 100%. À cette époque, 100% jeune est dirigé par qui, il y a quelques noms? C'était monsieur Campo, hein, si je me trompe pas. Quelques collègues de 100% jeune. Est-ce que j'ai encore des noms? Joseph Djené. Joseph Djené, qui est devenu DP de Chap Chap Magazine, était l'un des patrons d'ailleurs, parce que quand nous arrivons à 100% jeunes, Joseph est déjà, il n'a jamais un poste qu'il occupe là-bas. Donc c'était nos encadreurs. André de Joseph, qui d'autre j'ai gardé en souvenir là. Ah, ça va être difficile. Il y a un autre là qui a été par la suite recruté au ministère de la Santé. Comment il s'appelle? Ah, son nom m'échappe. Bon, c'est pas grave. Ouais, les noms m'échappent, mais oui, on a fait quand même un peu de temps là-bas. Ouais. Et revenons sur Yaoundé 2 à soi, tu fais droit. Oui, sciences juridiques et politiques. Jusqu'à quel niveau d'études? Jusqu'en 4e année. Wow. J'ai fait jusqu'en 4e année. Je vais vous dire pourquoi je suis arrêté Donc, à tu as une SOA. maîtrise en droit. En droit. Oui. J'arrête parce que brutalement en 2001, je perds mon papa. Je suis informé en plein campus. Je peux dire que ça a été un coup dur. Ça a été un coup dur. Je me dis, bon, je suis en 3e année, ça arrive, mais il faut quand même poursuivre un peu. Mais après, vous imaginez, comme je l'ai dit, je sors d'une famille, mon père était instituteur dans l'enseignement catholique, très mal payé. Et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et donc, c'est pas évident. Il est père de 8 enfants qu'il faut scolariser. Ça aussi, c'est pas facile avec une mère cultivatrice. Donc, j'ai pris un coup avec le décès de mon papa et je me suis dit, il faut que je me prenne enfin et définitivement en main. Donc, je suis à SOA et puis je me dis, il faut que je commence quelque part. Et donc, j'habite Mendon, TBC Radio n'est pas très loin de là. Je les écoute de temps en temps et puis je me dis, pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai fait mon dossier que je dépose à TBC. Je suis recruté à TBC, mais je continue à aller à SOA jusqu'à ce que, en 4e année, je décide de me consacrer entièrement au journalisme. Donc tu es aîné d'un Pas l'aîné, je suis le 2e né, j'ai un aîné. Vous êtes 8. Je suis le 2e et nous sommes 8. Il y a des journalistes, il y a des frères journalistes. Non, non, pas du tout. Tu es le seul qui a Malheureusement, personne n'a suivi mes traces. Je suis le seul qui embrasse ce métier jusqu'aujourd'hui. Et les parents étaient d'accord que tu... Oui, il n'y a pas vraiment eu de problème parce que j'avais déjà des aptitudes. À la maison, mon père voyait comment je prenais des postes radio, je mettais de la musique et je posais des voix pour faire de l'animation. Donc, il était un peu à un moment donné troublé parce qu'il se demandait bien ce que je faisais. Mais quand j'ai commencé à faire des stages à Serti Bafoussam, il a vite compris pourquoi je faisais cette affaire à la maison. Et donc, il n'y a pas eu de problème. Mais il a quand même souhaité que j'aille quand même au moins au niveau de la maîtrise. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais il se disait, même si tu vas faire la radio et tout ça, il serait toujours bon de poursuivre avec les études et d'arrêter vraiment là où ce sera impossible d'avancer. Bon. Donc tu dis que tu es passionné par le droit.
Oui. Tu es passionné par le Absolument. droit. Et en même temps passionné par le journalisme, ou bien le journaliste, c'est parce que voilà, tu n'as pas grand-chose à manger. On va utiliser Non, pas du l'expression. tout. Je pense que les deux peuvent aller de pair. Tu es passionné à ce moment de journalisme et d'avocature. Et les deux. Oui. Et à un moment donné, je suis obligé de faire le choix parce que je me rends compte que, en fait, le journaliste est aussi un peu un avocat. C'est le chien de garde de la société, c'est celui qui dénonce les injustices et tout ça. Donc, dans la peau de journaliste, je me sens de temps en temps comme un avocat. Celui qui défend des causes des faibles et des minorités. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que, n'ayant pas fait l'avocature, je suis pas très loin en étant dans le journalisme, en fait. Et je n'ai pas eu tort parce que le travail que nous faisons au quotidien m'amène à penser qu'un avocat comme un journaliste, en fait, c'est presque le même métier. Hein. Et donc après l'aventure CRTV et 100% jeune, tu te retrouves donc à TBC Tombe Broadcasting Corporation de Bosco Tubet. Là, nous sommes en 2001. 2001. Donc tu entres là-bas comment à Bosco Tubet? Alors, chez Bosco Tubet. Comme j'ai dit, j'habitais Mendon. TBC Radio était à la montée des Sœurs, donc à 10 minutes à pied. Oui. 10 minutes de marche de là où j'habitais. Et donc, j'écoute la radio, ça m'intéresse. 90.3, c'est ça? C'était 93.5. 93.5, avant la FM 94. Voilà. Et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radios à Yaoundé. Il y avait Radio Lumière, il y avait Radio Vénus, il y avait Radio Sciento, il y avait TBC, c'est tout. Magic FM. Et Magic aussi qui arrive après. Donc voilà les 5 radios qu'il y avait dans la capitale. Et donc, je vais à TBC d'abord parce que c'est la loi de la proximité qui me guide. C'est à un jet de pierre. Et je suis conscient que je ne serais pas payé au début. Donc je me dis, si je travaille dans une radio où j'y vais chaque matin sans problème, c'est déjà un avantage que de payer 300 ou 400 francs de taxi. Je vais et puis je me présente. On me dit de faire un dossier que je fais. Je constitue mon dossier et je dépose à TBC. 2 semaines après, Bosco Tubet m'appelle. On fait un entretien et je commence. Sans casting. Je n'ai pas fait de casting parce que ayant déjà fait mes preuves ailleurs, j'avais quand même déjà fait les stages à la CRTV, avec les jeux de Lobo, je l'ai dit tout à l'heure et consorts. Donc, je n'étais pas vraiment un bleu en tant que tel. Ok. Tubet avait juste Bosco, tu avais juste besoin de m'écouter un peu et de me mettre à l'épreuve. D'accord. Et je pense qu'il ne le regrette pas, il n'a jamais regretté. Et donc, tu commences par la matinale. Donc, quand j'arrive à la radio, je commence pas par la matinale, je commence par le journal. Quand j'arrive, Roger Kay de Kiki vient de partir. Okay. Et donc, j'arrive là, j'ai fait mes premiers papiers et au bout d'un mois, on me confie la présentation du journal. Le journal à TBC passait à 13h30 en journée et à 18h30 en soirée. Donc, M. Bosco Tubet estime, avec ce qu'il avait déjà de moi comme écho ailleurs et ce que j'avais déjà prouvé, que je pouvais. Maintenant, il se trouve que TBC Radio étant un peu éloigné de la ville, la plupart des employés éprouvaient des difficultés pour arriver, surtout très tôt le matin, parce que la matinale commençait à 5h30. C'est pas donné à tout le monde de se lever aussitôt et de pouvoir arriver sur une route qui, en matière de sécurité, n'était pas toujours la meilleure. Et donc, Bosco, à un moment donné, dit, bon, ben Marcelin, est-ce que tu peux nous donner un coup de main à la matinale? Bon, j'ai réfléchi et ayant fait cela depuis le début à Bafoussam, et même à Soa, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au campus, nous avions mis sur pied une petite radio universitaire. Et donc là-bas, c'est nous qui animions les petites tranches d'informations là-bas pour mettre un peu les étudiants à l'aise, les égayer et tout ça, et même les donner les petites informations pour les mettre également à la page. Et donc, j'avais gardé ces aptitudes. J'ai dit à M. Tubet, il n'y a pas de problème. Déjà que j'habite à côté, ce serait facile quand même de me retrouver à la radio. C'est comme ça que je commence également donc avec ce réveil matinal que j'ai animé pendant 4 ans. C'était le long de ça, c'était réveil matinal? Ça fait longtemps. Il n'y avait pas vraiment un nom en tant que tel. Mais bon, à un moment donné, je l'appelais cadence matinale. Oui. Mais vraiment, il n'y avait pas un nom dédié. C'était vraiment le réveil matinal. Et je l'ai animé et je peux vous dire que c'est pour cela que la formation est une bonne chose aussi. C'est-à-dire que même dans la pratique, je peux vous dire que c'est à TBC que j'ai appris à animer et en même temps à faire la mise en onde. Ça aussi, c'est une partie de moi que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que... Et cela arrive pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la radio a des difficultés. Il faut recruter quelqu'un. Oui. Et puis, quand on passe à quasiment... Bon, on arrêtait à minuit et on redémarrait à 5 heures. Et je me suis rendu compte que quand j'arrivais à la radio, le technicien passait son temps à dormir. Vous voyez, vous allez à l'antenne, vous entendez parler, vous demandez musique, et vous vous rendez compte qu'en face, le technicien est dans les vaps, comme on dit, il est très loin.
Et puis vous êtes obligé à un moment donné de parler, de vous lever, aller le secouer et revenir en studio. C'était pas facile. Et donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'apprenne à moi-même mettre l'émission en onde, à éviter les interférences et tout ça. Et je me suis formé là-dessus. Et plus tard, ça m'a aidé parce que quand j'arrivais, le gars pouvait se reposer tranquillement. Et puis, il attend 6h, 7h quand il est vraiment en forme. Et puis, il prend le relais. Et donc, je faisais l'émission. En même temps, je faisais la mise en onde. Et tu as passé combien d'années à TBC? 4 ans. J'arrive à TBC. Je commence, je l'ai dit, je crois en octobre 2001. Et je pars de TBC en mai 2005. Et l'ambiance à TBC, qu'est-ce qui te fait partie de TBC? Oh. Il n'y a pas d'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, je travaille à TBC pendant, on va dire, 3 ans et demi sans salaire. Sans salaire? Sans salaire. Et tu vis de quoi en ce moment? Nous vivons de quoi? Je veux dire des motivations. Du patron? Pas du patron. De ceux qui aimaient ce que nous faisions. Wow. Je l'ai dit tout à l'heure, j'animais la matinale. Une petite dédicace pouvait me faire avoir 5 000 francs. Oui. Il suffisait de dire bonjour à quelqu'un qui a un shopping au marché Mendon ou à quelqu'un qui a un salon de coiffure au marché Acacia. Et puis, à la fin de l'émission, il vous donne une petite motivation. Et le patron n'avait rien à dire parce qu'il ne nous payait pas. Comment la radio fait pour tenir sans payer les employés? La radio vivait de quoi? Alors, il y avait quelques entrées. Ça aussi, il faut reconnaître qu'au début, c'était pas facile. Les gens n'étaient pas habitués à la radio. Bon, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, une radio comme Radio Lumière était déjà bien installée. Parce qu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait des cinémas à Bia, des supermarchés de l'époque qui annonçaient à Radio Lumière. Mais nous avions de la peine à faire venir ces annonceurs à TBC parce qu'il fallait que TBC ait d'abord un nom. On avait déjà cette difficulté que la radio n'était pas très loin. Ça restait vraiment dans la zone de Biémassi et quelques quartiers environnants. C'était pas évident. Par contre, tu avais Radio Lumière où tu vas à Matom, tu écoutes, tu vas à Kono, tu vas écouter Radio Lumière, tu vas à Mona Télé, tu vas écouter. Donc, il y avait un large spectre d'écoute qui faisait que la radio avait logiquement des annonceurs. À TBC, c'était pas évident. Là, au début, quand même, on pouvait plus ou moins donner raison au patron. Mais après, avec notre implication et d'autres personnes de notre génération, nous avons travaillé à donner un nom à TBC. Et donc, à un moment donné, les annonceurs ont commencé à venir. Nous-mêmes, nous sentions qu'il y avait des rentrées financières. Et nous avons dit au patron, nous avons largement travaillé pour donner un nom à cette radio. À l'époque, vous disiez qu'il n'y avait pas de rentrée, mais là, nous voyons nous-mêmes qu'il y a des rentrées. La preuve, vous avez recruté de nouvelles personnes. Il y a même quelqu'un qui s'occupe justement du volet financier. Jusque-là, il ne vous payait pas. À ce moment-là, donc, M. Bosco Tchoubet décide de nous faire asseoir, principalement nous qui étions les anciens, pour qu'on signe des contrats. Et donc, j'ai signé mon premier contrat à TBC pour un salaire de 110 000. Je peux vous dire que ce n'était pas facile parce que et c'est après que je me rends compte que je suis le mieux payé. 70 000, et tu as quel âge en ce moment? Tu as quel âge en ce moment? J'ai 24 ans par là. Quelque chose comme ça. Donc, je signe à 70 000. Je loue une petite chambre de 8 000 francs. Pas très loin du marché Mendon. Donc, pour moi, ça va. Je n'ai pas de responsabilité. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de femme. Donc, pour moi, ça va. Mais malheureusement, ça n'a pas pu tenir longtemps parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus tard, je me rends compte que j'étais mieux payé. Je suis nommé chef de service politique. Il y a un chef de chaîne. Mais comme vous savez, le contrat, c'est un tuto personnel et ça se négocie face à face. Si les autres n'ont pas pu négocier mieux que moi, c'était leur problème. Mais plus tard, le patron me dira qu'il n'est pas normal que moi, qui suis chef de service politique à TBC, que je sois mieux rémunéré que le chef de chaîne. En fait, c'était une dame à l'époque. Elle avait 50 000. C'était quoi son... Elle s'appelait Pichaou. Pichaou. Elle a fait un tour par Canada après. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il semble qu'elle est hors du pays. Et donc, le boss ne comprenait pas que je sois mieux payé que le chef de chaîne. Et moi, de lui dire que c'était une négociation. Le contrat, c'était pas... D'ailleurs, quand vous m'avez fait entrer dans votre bureau, vous m'avez dit aux sorties d'ici, ne rien dire aux autres. Donc, le contrat, c'est négocié entre vous et moi. Si les autres qui sont arrivés après n'ont pas pu bien négocier, c'est leur problème. Il n'a pas compris ça et puis il a demandé à ceux qui nous payaient à un moment donné de ne plus me donner mes 70 000, mais de me donner 50 000 au mois. Voilà le premier problème que j'ai à TBC. Et après, même ces 50 000 francs ne sont plus payés. Et j'ai décidé de faire grève. Il y a quelques collègues qui ne sont pas également payés, qui décident de me suivre dans le mouvement. Mais vous savez comment ça se passe en entreprise. Le jour où nous décidons donc de commencer notre mouvement de grève, il n'y a que 2 personnes finalement qui acceptent. Il y a moi et puis il y a Joss One, qui aujourd'hui est au Congo. Oui, il faisait un peu dans le rap aussi. Il faisait un peu dans le rap. Nous sommes les 2 sacrifiés.
Mais nous décidons de bloquer la radio pendant une semaine. Et je peux vous dire que ça a payé. Mince. Parce que nous le faisons pour la simple raison que nous étions parmi les pionniers. TBC ouvre en août, j'arrive en octobre. Donc, c'est nous qui avons fait TBC. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, j'ai dû me sacrifier parce que je partais de chez moi à 5 heures. Les clés de la radio dormaient chez moi. Et tout ça. Donc, à un moment donné, j'étais comme un national à TBC. Pour ce que j'ai apporté, et tout, et tout, et tout. Alors, vous ne pouvez pas travailler dans de telles conditions où vous vous réveillez très tôt, vous venez faire la matinale, après vous allez sur le terrain collecter les informations, vous venez présenter le journal et tout ça. J'avais même une émission, le bar des vétérans, tous les dimanches. Vous avez comme ça une radio qui vous occupe 7 jours sur 7. Et puis à la fin, on vous dit qu'on ne vous paye pas. Alors que vous voyez qu'il y a des rentrées financières. Et quand même on commence à vous payer, on estime que non, vous êtes mieux payé, mieux rémunéré que le chef de chaîne. Vraiment, il faut qu'on réduise votre salaire et tout ça, non. Donc, à un moment donné, il fallait... Tu essaies de partir. Avant d'arriver, de revenir sur Radio Lumière, il y a quelques noms avec qui tu as travaillé à TBC en dehors de Joss One et Pichao. Mais ils sont très nombreux. Oui, quelques noms. Il y a, à notre époque là, Willy Aristide Wanji, avec qui, la radio environnement après. Oui, avec qui je lance dans la ligne de mire, qui par la suite est récupéré par le promoteur de la chaîne. Parce que c'est nous qui lançons dans la ligne de mire, c'est notre émission. Le fameux débat qui commençait à 9h et finissait à 16h. Qui avait des heures qui s'étiraient. Et quand tu commences, tu fais le débat de 9h à 16h. Non, pas du tout. L'émission, c'était 2 heures de temps. C'était 10h, 12h tous les samedis. Oui. Willy Aristide Wanji était le présentateur et j'avais des rubriques. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2000, j'ai pas de type, c'est en 2005, je l'ai dit. Ça, c'est 2003, 2004. Quelques mois après la création des Après à oui, c'est sensiblement la même période, effectivement. Donc, j'ai cité Willy Aristide Wanji, je peux citer Divine Tarique, qui est à Canal 2, je crois qu'il est rédacteur en chef en ce moment. Oui, rédacteur en chef. Oui. J'ai cité Picharo tout à l'heure. Il y a qui d'autre là? Il y a beaucoup de... J'ai envie de dire que les meilleurs journalistes sont passés par TBC. J'ai sauté Roger Kay de Kiki, qui a été là-bas. Jean-Calvin Django, qui avait une émission d'animation là-bas. Et Kissania, wow, qui est au poste national, qui a sciences il a fait TBC. Il a fait TBC. Radio Environnement, comment on l'appelle? Constant Pierre Yap. Constant Pierre Yap a été à TBC. Je vais citer qui encore là? Donc c'est quand même beaucoup. Donc, c'est les gars avec qui on a travaillé, on a cravaché dur. Donc avec Wanji, vous créez dans la ligne de mire. C'est vous deux les concepteurs. Nous sommes les concepteurs de l'émission. Et après, le patron nous l'arrache. Oui. Peut-être parce qu'il a estimé à un moment donné que... C'était l'émission phare, la vitrine. L'émission phare de la chaîne, mais après je comprends plus tard que c'était pour d'autres intérêts. Parce que je peux vous dire qu'entre le présentateur de l'émission qui était le promoteur de la chaîne et les panélistes... Et à cette époque, comment tu comprenais le fait qu'une émission peut commencer à 9h, puisse commencer à 9h et finir à 16h? J'étais dépassé. Et vous ne disiez rien au patron? Et je me demandais comment il fait. Parce que ça impactait sur les émissions qui suivaient avant. C'est-à-dire qu'il y a une émission qui commence à 12h30. Le présentateur arrive là parfois avec ses invités. Et puis le patron est encore à l'antenne. Il tire jusqu'à 14h. Vous voyez ça. Et parfois, tu n'arrives pas à produire ton émission. Et c'est le patron. À cette époque, je me souviens, il y avait des invités comme François Bicoro. C'était nombreux. Il y avait Issa Abba. Le fils du président. Il y avait l'ancien commissaire Bilo Aïssi. Et tout ça. Je pense que c'est même à TBC qu'ils sont révélés. Oui, tous ces panélistes en fait. Parce que ailleurs, c'est vrai, il y avait des émissions de débat, mais je ne sais pas pourquoi ils préféraient TBC. Les gens préfèrent venir à TBC que d'aller ailleurs. Et la radio, elle est tombée aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle est complètement tombée. Malheureusement, pour nous qui avions été là dès le début, je dois dire que TBC a pris un premier coup après notre départ. Parce qu'il y a eu une vague de personnes, y compris moi. Dès que nous sommes partis, la radio a pris un coup. C'est vrai, les personnes sont arrivées après, mais ce n'était plus du tout ça. Et après, au lieu que le patron se concentre sur la radio, il a voulu créer une télévision. Alors, vous et moi, vous savez que faire fonctionner une télé, ce n'est pas du n'importe quoi. Il m'avait appelé pour me demander quelques conseils et tout ça. Je lui avais dit sincèrement, je suis à Equinox depuis quelques années, je vois comment la télé fonctionne. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous y engagez pas. Il s'est engagé. Par la suite, il est devenu pasteur. Tout ça, ça n'a pas donné. Et aujourd'hui, malheureusement, TBC est fermé. Ça n'existe plus.
Donc, il est passé, c'est vrai qu'il y a des pasteurs hommes d'affaires, mais il est passé de promoteur d'une radio urbaine à pasteur aujourd'hui. Vous Oui. vous voyez toujours? On s'est vu la dernière fois, ça fait quand même un peu longtemps. Ça fait un Il va peu bien? longtemps. Quand je l'ai vu, à cette époque, il allait bien. Ok. Mais déjà, m'ont dit par la suite que ça n'allait pas. Bon, mais je ne l'ai pas vu depuis pour confirmer. Donc, après TBC, tu vas à Radio Lumière. Nous sommes en Et donc, en 2000. mai 2005, Oui. je pars de TBC. Et je chôme quelques mois, 3 ou 4 mois au quartier. Et puis, vers la fin d'année, quelqu'un me dit Radio Lumière est là, ils n'ont pas beaucoup de journalistes là-bas. Je pense que tu peux faire carrière. Je vais là-bas, je rencontre la fille du promoteur, on échange. Bon. Marie-Louise Ndissamba, c'est elle qui en fait gérait la radio. Parce que M. Ndissamba a bien voulu que les choses soient organisées chez lui. Parce que comme il avait les établissements scolaires, universitaires, secondaires et tout ça, il y avait la radio, il avait un garage. Il fallait bien que chaque enfant occupe une part de responsabilité dans tout ça. Donc, il avait confié la radio à sa fille. Je suis allé et puis j'ai échangé avec elle et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'ai commencé là-bas. La matinale également. Oui, quand j'arrive à Radio Lumière, il y a un jeune frère au Somba, si je ne me trompe pas, c'est lui qui anime la matinale. Et quelques temps après, il est parti. Donc, quand il part, moi qui étais au journal, et également à l'animation de l'émission qui faisait l'actualité chaque week-end. Bon, je commence également la matinale et à Radio Lumière. Et c'est là où, justement, ce que j'ai appris à TBC m'a aidé. Parce que les mêmes problèmes qui se sont posés à TBC se sont posés à Radio Lumière. Problème de salaire. À savoir, non pas de salaire, Okay. à savoir qu'il fallait avoir chaque matin des gens qui sont prêts à venir ouvrir la radio à 5 heures. Okay, et je commence à Radio Lumière quand on fait déjà 24 heures sur 24. Donc, généralement, la veille à minuit, le technicien programmait des musiques et puis il rentrait. Les musiques jouaient toute la nuit jusqu'à ce qu'on ouvre l'antenne à 6 heures avec le réveil matinal. Donc, j'arrive à Radio Lumière, je commence et puis à un moment donné, le promoteur, Feu Joseph Dissamba, se rend compte que j'habite loin. J'habite Mendon et il faut venir à Tropicana. Il me demande donc d'aménager là-bas. Il m'offre un studio moderne avec tout ce qui va avec. Et puis, je m'installe là-bas. C'est un avantage parce qu'en étant sur place, je peux donc aller à la radio le matin sans problème. C'était à 2 minutes de la radio. Et voilà, au moins, l'antenne est sûre d'être ouverte à temps. J'ai donc commencé à faire le réveil matinal sans pour autant abandonner mes tâches au niveau de la rédaction. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Et je peux vous dire que mon premier bon salaire, c'est à Radio Lumière. Je touche 90 000 francs. Avant, je n'avais pas eu un salaire pareil. Et ces 90 000 francs sont réguliers. Avec le loyer payé par le patron? Le patron paie le loyer, paie le câble, paie la lumière. Bref, je ne dépense rien. Les 90 000 francs, je ne peux pas vous dire que je prenais ça pour payer quoi que ce soit. Donc, je pouvais même faire des épargnes. Donc, c'est la première fois, depuis 2001 que j'avais commencé à TBC, que je pouvais percevoir un salaire de 90 000 francs et un salaire régulier, qui chaque fin de mois était là. Pendant les années que tu as passées à Radio Lumière. À Radio Lumière, je n'ai pas eu un seul mois d'aéré. D'ailleurs, même quand je dois partir de là, le patron me prévient 2 mois avant et on me paye les 2 mois. Ça y est, il me dit, on va se séparer dans 2 mois, mais il n'y a pas de problème, continue à travailler, mais on va se séparer dans 2 mois et on va te payer les 2 mois là. C'est admirable, selon les conditions de cette époque. J'ai failli me fâcher par rapport aux conditions de départ, mais après, je me suis dit, le problème n'était pas Ndissamba. C'était quelques coups bas. C'est plus tard que je vais me rendre compte, hein, parce qu'après, j'échange avec quelques membres de la famille. C'était quelques coups bas fomentés par des collègues. Pour que tu partes. Je n'aimerais pas revenir sur les raisons du départ parce que ça va créer d'autres problèmes. Pour moi, ça relève du passé. Parce que j'étais, à un moment donné, le chouchou du patron. Quand vous avez un gars qui est disponible, qui travaille, je dois d'ailleurs vous dire qu'à un moment donné, et je pense que c'était le début de mes problèmes, ayant aménagé là-bas avec madame, à un moment donné, le patron a offert un emploi à madame. Wow. Parce que à Radio Lumière, à Ndissamba, au campus, il y avait une supérette. Et à un moment donné, on avait besoin de quelqu'un pour gérer la supérette. Et il fallait quelqu'un qui est stable, qui est sur place. Et la fille du patron m'a dit, mais je te vois avec ta femme là, vous vous entendez bien et tout ça. Est-ce qu'elle ne peut pas nous gérer la supérette là? Je dis, pourquoi pas? Madame a été recrutée.
Elle travaillait là-bas. Je crois que c'est peut-être là où mes problèmes ont commencé. Les gens ont dû se dire, mais d'où sont ce gars pour venir comme ça? Et puis voilà, bon. C'était un passé un peu triste. Mais heureusement, ça... comme j'ai dit, j'ai eu mon salaire pendant tout le temps que j'ai fait là-bas, pendant tout le temps que madame a travaillé. Il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, je dois vous dire que mon terrain que j'ai acheté, où j'ai construit aujourd'hui, c'est l'argent travaillé à Radio Lumière. Ce sont mes économies réalisées là-bas qui m'ont permis d'acheter mon terrain. À Radio Lumière? Oui. Donc, il faut qu'on le dise, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est journaliste dans ce pays, on ne peut rien faire. On ne peut pas construire, on ne peut pas... Non. Donc, si vous avez la chance de tomber sur un patron qui vous paye, vous réalisez vos économies, vous mettez un peu de l'ordre dans votre vie, ça va aller. Mon terrain, c'est l'argent de Radio Lumière. 90 000 le mois. Et les petits avantages et tout. Après, je vois un terrain qui me coûte 1 500 000, j'achète. Et tu avais 25 ans, 26 ans par là? Oui, parce que j'achète mon terrain je pars de Radio Lumière en 2007 et avant même de commencer à Equinox, je crois que j'avais acheté mon terrain. Oui. Avant de commencer à Equinox, j'avais acheté mon terrain déjà. Et j'ai dit que si c'était à refaire, tu repartirais à Radio Lumière? Oui. Je n'y suis pas allé parce que j'ai commis une faute professionnelle ou bien j'ai commis une gaffe. Non. Comme je l'ai dit, c'est des coups bas qui arrivent parfois en entreprise. Et tu es triste aujourd'hui? Ils ont juste joué sur, comment je vais dire ça, peut-être la susceptibilité du patron qui était hostile à certaines choses, qui n'aimait pas entendre certains gens. Ils ont peut-être joué là-dessus pour me faire partie de là. Et tu es triste aujourd'hui du sort de Radio Lumière? Parce que la radio, je crois que c'est ça plus que la radio émet. Très triste parce que c'est là où on comprend que lorsque vous n'êtes plus de ce monde-ci, si vous n'avez pas mis un peu de l'ordre dans vos affaires, ça va être très compliqué, surtout dans les foyers polygamiques. Oui. Parce que les problèmes de M. Dissamba ont commencé bien avant sa mort. Hein. Et après son décès, c'était la catastrophe. Donc, quand je passe là-bas et que je regarde ce que le campus est devenu, à pareil moment, ce serait comme New York. Parce qu'il avait l'habitude de refaire les peintures à la veille de la rentrée scolaire, à la radio, de remettre tout à neuf et tous les équipements et tout ça. Tout cela n'est plus que l'ombre. Il y a Radio Lumière, quelques collègues qui aujourd'hui... Oh, Bobby Power. Bobby Power. Bobby Power, j'ai trouvé Bobby le chef de chaîne. Oui. Très grand animateur radio. Il devient quoi, Bobby Power? Je ne sais pas. Parce qu'après, Bobby va au quotidien le jour. Il est responsable du service commercial. Il bosse également avec Afrique 2. La radio de Polycarpe Bissomba qui a fermé par la suite. Il a donc un coup de main là-bas. Parce que, en fait, Bobby était un animateur perspicace. Il a pu faire venir beaucoup d'annonceurs à Radio Lumière. Il a donc surfé sur ces relations qu'il a tissées au fil des années pour proposer ses services ailleurs. Donc, je trouve Bobby comme chef de chaîne. Et c'est lui qui nous encadre pendant que je travaille à Radio Lumière. Je trouve également là-bas d'autres personnes comme Jeanne... son nom, c'est encore quoi là? Non, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je trouve en fait, Radio Lumière n'avait pas beaucoup de journalistes. Je crois que c'est pour ça qu'on nous recrute aussi. C'est une radio qui fait fonctionner un peu à la France 24. C'est-à-dire qu'on fait un flash d'informations qu'on va remettre pendant toute la journée. Parfois qu'on ne renouvelait même pas et tout ça. À un moment donné, ça devenait redondant et le patron décide un peu de changer tout ça. Je crois que c'est dans ce sillage qui nous recrute parce que c'est nous qui instituons un journal à la Radio Lumière. Avec un certain Désiré Kafunda qui est parti à l'étranger après. Il n'y avait pas de journal. C'était des flashs. Kafunda qui est à Radio-Canada. Voilà. C'était des flashs d'informations. Donc, chaque heure, on vient là, bonjour, on fait le flash et on repart. En fait, on enregistre et puis... Donc, c'est nous qui instituons un journal à 12h et à 18h à Radio Lumière. Ça n'a pas beaucoup plu aux collègues de l'époque. Parce qu'ils ont estimé que nous venions montrer qu'on travaille beaucoup alors que le patron se contentait de ce qu'il y avait. Ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, il fallait changer. Ça devenait redondant et il fallait du neuf. Et ce neuf-là, c'est nous qui l'avons apporté à Radio Lumière. Ça ne nous a pas toujours valu que des applaudissements. Ça nous a valu quelques flèches. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a été licencié pour ça. Parce que le patron avait trouvé que cette personne nous mettait beaucoup les bâtons dans les roues. Et il y avait un choix à faire entre des nouveaux dynamiques qui arrivent et un ancien qui dérange. Oui. Donc, voilà. Et tu pars donc de Radio Lumière en 2007. Et tu rejoins enfin, directement Equinox? 2007. Non. Quand je pars de Radio Lumière, je traîne un peu au quartier. Mais entre-temps, je sors. Parce que Equinox est déjà créé en 2006. La télé existe déjà. La radio bien avant. Oui. Donc, je pars de Radio Lumière, je chôme quelques mois.
Mais je sors. C'est-à-dire que je ne reste pas à la maison. Je vais dans les cérémonies juste pour mon information. Et puis, je rencontre quelqu'un qui, pour moi, a marqué ma carrière parce que c'est, en fait, la porte d'entrée à Equinox. Père en son âme, Joseph Noah, il était le caméraman. En fait, il était JRI, si vous voulez. Journaliste reporter d'image. Parce que c'était le seul que Equinox avait à Yaoundé, mais qui couvrait également l'Est et le Sud. Donc, je le voyais, même étant à Radio Lumière, comment il se battait seul là sur le terrain. Parfois, on l'aidait à tenir le micro et tout, et tout, et tout. Nous, on a sympathisé. Donc, quand je pars de Radio Lumière, je le rencontre sur le terrain et puis je lui dis comment je suis à Radio Lumière. Il me dit, ah bon, comment ça? Et puis, il me propose de venir travailler avec lui. Il me dit, tu me vois souvent seul? Je dis, oui. Il me dit, tu peux venir travailler avec moi. Parce que ça, c'est pas souvent évident. Je viens dans les cérémonies, je dois finir, faire une petite note. Envoyer à Douala, c'est pas facile. Donc, je commence à travailler avec le feu Joseph Noah en 2008. En 2008, donc début 2008. Et on procède exactement comme il faisait, c'est-à-dire que lorsqu'on va à une couverture médiatique, quand on a fini, je fais une petite note, je prends la bande, je mets dans une enveloppe et puis je vais en van, j'envoie à Douala par agence. Donc, voilà comment on a fonctionné pendant quasiment toute l'année 2008. Et en 2009, ça aussi c'est important dans ma carrière. En 2009, il y a Promote qui se tient au palais des congrès de Yaoundé et Equinox décide de faire un déploiement à Promote. C'est ce jour-là donc que je rencontre pour la première fois le patron. Lequel? Parce qu'il y a deux patrons. Il y a deux. Je rencontre d'abord le directeur d'exploitation, M. Théophile Biamou, et je rencontre le patron plus tard quand il vient dans notre stand et tout ça. Et c'était vraiment mon premier contact. Donc les deux, tu les rencontres à Promote? C'est à Promote que je les rencontre. Mais ils avaient déjà connaissance de ceux qui avaient à Yaoundé un certain Marcelin Gansop quand même. La seule différence, c'était que je ne posais pas la voix. Mais ils savaient que j'existais, que j'étais là et que je faisais du travail. Et donc, quand ils me rencontrent, ils me disent, mais félicitations pour ce que tu fais. Nous voyons ce que tu fais depuis un bon bout avec M. Noah. Il faut continuer comme ça. Donc, c'est vraiment le premier contact. Et ce premier contact était important parce que quand je rencontre le patron, il me dit, avant qu'on ne parte de Yaoundé, j'aurais un mot à te dire. Et ce mot, c'était quoi? C'était me demander de venir à Douala. Pour un entretien. Pour non seulement un entretien, mais pour un stage. Pré-emploi. Parce que je peux dire, pendant les quelques mois que je travaillais avec le feu noir ici, je peux dire que j'étais un essai. Ne posant pas la voix, c'était un peu difficile de me juger véritablement. J'écrivais, oui, et puis c'est les autres qui exploitaient ces écrits pour faire des papiers. Et donc, il me dit, tu vas monter sur Douala pour faire un petit stage. Et donc, en 2009, je monte à Douala. J'y allais pour 4 mois, mais je vais faire 13 mois. 13 mois d'apprentissage et tout ce que vous pouvez imaginer sous la férule de Abel Edouillon Dieu, que je trouve à Douala comme rédacteur en chef d'Equinox, mais alors un bon rédacteur en chef, parce qu'il m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et je peux dire, c'est à Equinox que je commence vraiment à faire du vrai journalisme. Parce qu'avant, on se contentait des comptes rendus, avec quelques rats descentes de terrain dans les quartiers pour exposer les problèmes des populations. Mais quand j'arrive à Equinox, je peux vous dire que ma première vraie mission de reportage, c'était dans le sud-ouest et ça m'a d'ailleurs vailli mon premier prix. Ton tout premier prix en tant que journaliste? Oui. Ça me marque également parce que je comprends que je n'ai pas fait un mauvais choix d'aller à Equinox. Je vous disais tout à l'heure que c'est à Equinox que j'apprends. Ah, je vous vois finalement. Je te disais tout à l'heure que c'est à Equinox que j'apprends. Merci. Véritablement ce métier parce que je suis envoyé faire un reportage à Manfé. En fait, c'était un public reportage. Un annonceur avait commandé un public reportage et nous devions aller à Manfé un lundi. Et le reportage devait avoir lieu mardi. Nous partons de Douala lundi et nous arrivons à Manfé mardi soir. Alors que ce pourquoi nous voyagions avait eu lieu auparavant à 10h le mardi. Pourquoi nous arrivons à Manfé mardi soir? Et c'est là où je commence à prendre goût au reportage, au terrain. Lorsque nous traversons Koumba et qu'il faut faire Koumba Manfé, nous découvrons une route en pleine saison des pluies impraticable. Nous allons de bourbier en bourbier
Et j'ai le réflexe, pendant ce périple-là, de demander au caméraman, paix à son âme, Fabien Doumou, il est décédé aujourd'hui, de faire quelques images de tout ce qui se passait. Qu'on oublie qu'on allait pour faire un public reportage, mais qu'on commence à travailler sur cette difficulté que nous éprouvions et que d'autres éprouvaient. Vous imaginez, vous avez dans un boubé, vous voyez 10 camions, un peu comme ça se passe sur la route Mora-Dabanga-Koussé en ce moment. Vous voyez 10 camions qui sont là, bloqués. Et ces camions transportent des marchandises, la boisson et tout ça. Et les gens attendent de l'autre côté, soit pour des funérailles, soit pour des cérémonies heureuses et tout ça. Donc, je lui dis, fais des images, ça peut nous aider. Vous arrivez dans un boubier, la route est bloquée et un voisin a aménagé, un riverain a aménagé un passage chez lui. Il est assis, il avait une chaise et puis il a mis l'assiette là. Il faut payer pour passer devant sa cour. Il faut prendre ça. Nous-mêmes, nous arrivons à des endroits où c'est nous-mêmes qui devons pousser le véhicule. Il faut prendre ça. Et donc, nous arrivons à Ngouti. Pour ceux qui ne connaissent pas Ngouti, Ngouti est un arrondissement dans la région dans le département du Coupé-Mandé-Ngoumba, région du sud-ouest. Ngouti est en fait à cheval à Tonkoumba et Manfé. Nous arrivons à Ngouti, la voiture tombe en panne. Il n'y a pas de réseau. Nous prenons une moto sur 3, 4, 5 km pour chercher à voir ceux qui nous avaient contactés pour ce public reportage. Et quand nous parvenons à les avoir, ils nous disent vraiment, battez-vous, dormez là-bas. Et puis le lendemain, quittez très tôt le matin pour aller Manfé. Donc ce périple-là reste gravé dans ma mémoire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous revenons donc à Douala et nous dérochons, nous nous rendons compte qu'il y a de la matière pour faire beaucoup de reportages. Le patron d'ailleurs lui-même était surpris parce que quand nous revenons, avant même que nous ne fassions le public reportage pour lequel nous avions voyagé, parce qu'entre-temps, l'annonceur ayant sa propre caméra avait rattrapé les images du matin. Il ne manquait plus qu'à faire l'interview pour essayer de rattraper ça. Et donc, je produis des reportages naïvement comme ça pour juste enrichir l'antenne. Et puis, un jour, on m'appelle, on me dit, ben, votre reportage a été sélectionné pour une compétition de meilleur reportage magazine TV. Ah bon? Et puis, la cérémonie aura lieu au Saint John Plaza tout tel jour. Donc, il faut venir, on ne sait jamais. Vous pouvez être le vainqueur. Et c'est comme ça que j'y vais, et puis voilà. Et le déclic est né de ça. Oui, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Parce qu'après, je me dis, en faisant même le meilleur reportage d'une cérémonie qui s'est tenue au Hilton, ou je ne sais pas, à Aqua Palace, on va apprécier, mais je ne suis pas sûr que je peux remporter un prix avec ça. Par contre, si je m'intéresse aux problèmes des populations au quotidien, là, oui. Surtout que tu voulais être avocat, défenseur des pauvres. Et donc, je gagne ce prix qui me permet d'avoir une caméra. Oui. Oui, parce qu'on m'avait remis une caméra avec un trophée. Et la valeur de la caméra, c'était de 500 000. Donc, ça me booste, ça me galvanise. Et puis, je dis, enfin, je suis dans une vraie chaîne de télé où je peux enfin faire du journalisme. Là, nous sommes, je l'ai dit, je commence à Douala en 2009 et je reviens à Yaoundé définitivement en 2010. Tu as parlé de Monsieur Noah. Joseph Noah. Joseph Noah, il est le tout premier. Le tout premier, c'était le correspondant d'Equinox à Yaoundé. Avant l'arrivée de Valentin Zinga, c'est ça? Bon, Valentin était déjà là, mais Valentin n'était pas... Valentin, en fait, travaillait pour la Nouvelle Expression. Il était rédacteur en chef de la Nouvelle Expression. Voilà. Bon, quand la télé arrive, Valentin a 2 productions à Yaoundé. Il y a La Vérité en face, il y a Postscriptum. Ce sont les 2 émissions, les 2 programmes que Valentin anime. Mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une rédaction à Yaoundé. Donc, quand le boss se rend compte que Yaoundé est quand même un pôle avec lequel il faut faire, il trouve donc un correspondant. Et donc, Joseph Noah est le premier à faire des images à Yaoundé pour le compte d'Equinox. Il envoie dans la rédaction à Douala et puis... Et donc, tu reviens à Yaoundé après... Je reviens en 2010. En 2010, après ce stage. Après le stage, donc, je l'ai dit, je partais pour 4 mois. Je suis revenu après 13 mois. Au début, j'ai failli me fâcher, mais après, j'ai compris pourquoi il fallait que je reste longtemps à Douala. Je crois que le patron avait estimé que je n'avais pas suffisamment appris et qu'il me fallait un peu plus de temps. Et donc, je suis revenu 13 mois après, cette fois-là de façon définitive. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je reviens avec un banc de montage. À ce moment-là, on implantait véritablement Equinox à Yaoundé. Parce que là, je ne suis plus seul, en dehors de Feu Joseph Noah, qui est là parce qu'il décède après. Je reviens avec Emmanuel Diop, dont vous entendez tout le temps à Equinox. Donc, nous sommes les 2 qui venons vraiment implanter Equinox à Yaoundé. Monsieur Noah avait déjà posé les jalons. Il fallait donc juste renforcer pour avoir vraiment une équipe sur place et que nous puissions produire nos éléments sur place. Alors, tu es donc
l'un des pionniers de la rédaction de Yaoundé, oui. Décidément, tu es toujours parmi les pionniers. TBC, 100% jeune TBC, Radio Lumière. Tu installes carrément le bureau. Oui. Tu es coordonnateur de la rédaction en ce moment ou bien? Non, je suis, on va dire quoi, je suis simple journaliste. Les postes arrivent, avec Job, on est les pionniers, je l'ai dit, on arrive comme ça pour mettre la chaîne sur le bon rail. Hein. Et qui te rejoint après, en termes de journaliste? Après, il y a Yannick Bazois, Oui. qui est aujourd'hui à CVUC. Et puis les autres vont suivre après. Aïe Cyril arrive. Après Aïe Cyril, Guizogo. Aujourd'hui, Ben Christine Moundio. Vous n'êtes pas nombreux à Yaoundé, hein? Non, on n'est pas nombreux. Mais vous abattez un travail énorme. Oui. Oui. On se bat comme on peut, en fait, pour essayer de couvrir pas seulement Yaoundé, parce qu'en fait, la coordination, c'est centre, sud et est. C'est vrai qu'il y a des correspondants. Mais parfois, il faut venir en renfort aussi à ces correspondants. On se bat tant bien que mal pour essayer de joindre les deux bouts. Tu es resté depuis ce temps, c'est 2008 jusqu'à présent, fidèle à Equinox. Oui. Des gens sont venus, des gens sont partis. On a entendu des problèmes de salaire, on a entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a motivé à rester à Equinox? Oui, vas-y. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé en Equinox le média qu'il me fallait en fait, pour vraiment m'épanouir et faire vraiment du journalisme. TBC, oui, on faisait ce qu'on faisait, mais c'était vraiment pas ça, parce que déjà on ne nous donnait pas les moyens de vraiment nous exprimer. Les moyens, c'est pas seulement d'avoir l'antenne, hein. Il faut encore avoir des moyens d'aller par exemple sur le terrain faire des reportages. Là, à TBC, on n'avait pas toujours ces moyens. Bon, en Disamba, c'était... on avait les moyens, mais la vision n'était pas la même. Et puis Disamba a une ligne éditoriale. C'est un classique du RDPC, il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans sa chaîne et tout ça. Donc, on était un peu limité. Professionnellement, je n'étais pas vraiment épanoui. Même si j'avais tout ce qu'il fallait, je n'étais pas vraiment épanoui. Donc, j'arrive donc à Equinox, où enfin, on peut un peu aller au-delà de ce qu'on faisait jusque-là. On peut apprendre à dire la vérité sans attendre des remontrances forcément de qui que ce soit. Et donc, je me dis, j'ai trouvé vraiment le média où je peux m'exprimer. Après, au fil des ans, je me rends compte que, en fait, Equinox est en train de s'installer vraiment sur la place. On gravit des échelons et le média s'impose par lui-même auprès des ménages, dans les quartiers et un peu partout dans toutes les villes du Cameroun. Il me souvient qu'à un moment donné, les câbleaux distributeurs nous faisaient du chantage et le patron disait « Ces gens finiront tôt ou tard par nous prendre en considération. » Parce qu'il voulait qu'on donne de l'argent pour avoir des bonnes positions dans le câble et tout ça. Et puis le patron disait « Mais il ne comprend pas. » Par contre, à Douala, où on n'avait pas besoin de tout ça, et qui c'était l'évangile. Mais on arrive à Yaoundé, on a des petites difficultés parce que les câbleurs, au lieu de nous positionner, allaient nous mettre à partir de 100, 115 et machin là, et puis c'était flou. Mais le patron a dit, ok, comme ils font du chantage, on verra bien à un moment donné si les ménages ne vont pas imposer Equinox à une bonne position. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, oui. Donc, voilà. C'est l'épanouissement principalement qui te fait rester à Equinox. Oui, c'est cet épanouissement. Le fait qu'on me laisse dire ce que je pense. Oui. Sans qu'il y ait, par exemple, en Disamba, tu pouvais faire un reportage, mais à un moment donné, là, on te dit, là, c'était bon, stop. Il n'y a pas eu des envies d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas qu'Equinox au Cameroun en termes de télé. Il n'y a pas eu des envies, il n'y a pas eu des gens qui t'ont demandé de venir et tu as dit non, je préfère vraiment rester à Equinox. Dans ma zone de confort. Les propositions ne manquent jamais. J'ai été approché par certains médias, mais je dois avouer que je n'aime pas le bling-bling. Je n'ai jamais aimé le bling-bling dans ma vie, en fait. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure, j'ai fait 22 ans avec la même femme, je l'ai épousée. Je n'aime pas être séduit au premier regard comme ça. On peut avoir une proposition qui vous donne l'impression que vous allez au 7e ciel. Et après, la preuve en est que certains amis, confrères, qui, à une époque, étaient séduits par certains organes de presse, aujourd'hui sont disparus de la circulation. Sont partis et regrettent. Donc, je n'aime pas du bling-bling et je n'aime pas la précipitation non plus. Okay. Et puis, pour que je parte d'Equinox, il faut bien que j'ai une bonne raison. Vous voyez, vous ne pouvez pas être dans un organe de presse où vous avez vraiment appris à faire le métier et où on vous donne le minimum. J'ai souvent dit cela dans les réseaux sociaux et certains ont pensé que je raconte des histoires. Je dis depuis 2010, jusqu'au moment où je vous parle là, je n'ai pas eu d'arrêt de salaire à Equinox. C'est vrai? Comme je vous le dis. Donc les bruits sur les réseaux. Et il y a beaucoup d'autres qui peuvent faire le même témoignage. Je vous dis,
Depuis 2010, il n'y a pas un mois où je n'ai pas eu mon salaire à Equinox. Il n'y a pas un mois. J'ai même envie de dire, le plus grand retard a été de 2 semaines. C'est-à-dire que si vous devez avoir peut-être le salaire le 25, le 15, ça peut tomber peut-être le 25. Ça arrive, ça peut arriver partout. Oui. Mais il n'y a pas un mois que j'ai traversé à Equinox. Donc ce qui se dit partout, c'est du sabotage. Ça avoir le salaire. Et je ne veux pas croire qu'à Equinox, je suis devenu le chouchou. Au point où ce n'est que moi. Non, ça concerne tous les employés. D'ailleurs, chez nous, on connaît quand le pape meurt. C'est pour ça que nous appelons le salaire à Equinox. On dit le pape est mort. Si vous rencontrez n'importe quel collègue, il vous dit... Le pape est mort, ça veut dire qu'on n'a pas payé le salaire que... Ça veut dire que le salaire est tombé. Ah ok, le pape est mort. La mort. mort du pape, c'est le salaire en fait. Ah ok, c'est votre formule. C'était un jargon qui est connu à Equinox. Nous, à l'époque, nous allions prendre nos salaires dans une microfinance. Aujourd'hui, nous sommes dans une banque établie. Donc, moi, quand je lis ça, je ris souvent. Je ris parce que je prends l'exemple sur moi-même. Vous pensez que Gansop Marcelin n'est pas payé à Equinox? Il reste. Il reste quand même là. Il a une femme, il a beaucoup d'enfants. Il réussit quand même à avoir son petit toit. Il envoie ses enfants à l'école. Mais cet argent vient d'où? Du gombo qu'on dit qu'on a sur le terrain là. Justement. Vous pensez que je peux faire ça avec le gombo? Oui, je connais, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai une histoire. C'est-à-dire un journaliste qui n'est pas payé dans... Bon, par Equinox, hein, je ne parle pas d'Equinox, qui n'est pas payé dans un journal, dans un organe de presse, qui n'est pas payé. C'est ce qu'on me raconte, on n'est pas payé pendant des mois ou des années. Et un jour, il décide d'organiser son mariage, il invite son patron lui dit « Mais tu as fait comment pour organiser ton mariage? Tu as pris l'argent ?» Est-ce que c'est pas le gombo? Est-ce que le fait de ne pas être dans un média qui donne de la visibilité permet pas également d'avoir facilement des gombos? Le gombo, il faut dire aux internautes, c'est l'argent qu'on donne lors des reportages. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça aussi le fait d'être dans un média qui donne la visibilité? En fait, le terme gombo est souvent très mal approprié ou mal utilisé. Je préfère qu'on parle de perdien. Parce que quand on dit gombo, on a l'impression que on vous corrompt ou bien c'est une façon d'acheter votre conscience et tout ça, non. C'est un perdien qu'on donne aux journalistes comme on donne à d'autres personnes qui sont venues participer à un séminaire ou à une cérémonie. Et non, oui, le gombo peut aider. Le gombo aide. Mais je ne pense pas que j'aurais pu vivre avec le gombo depuis que je suis à Equinox jusqu'à aujourd'hui et avoir la petite vie que j'ai. Je ne pense pas. Il aurait fallu que M. Severin Tchoum, que le PDG, qui nous a souvent dit, hein, il ne le cache pas, il dit préfère nous assurer ce qu'il a promis chaque fin du mois que de nous promettre ciel et terre et de ne pas tenir ses engagements. Il nous a toujours tenu ce langage de vérité chaque fois qu'on a eu des réunions à Douala. Et il fait tout pour respecter ses engagements. Vraiment, sur ce plan-là, je n'ai pas à me plaindre. Chaque fin du mois, d'abord le 15 et parfois même avant, je peux d'ailleurs vous dire que ces 2 derniers mois, peut-être parce que la rentrée approche, nous avons été tous surpris que ce n'était pas le 15, c'était vers le 12, que le pape est mort. Et c'est souvent comme ça. Il peut y avoir des petits décalages d'une semaine ou de 10 jours, mais jamais on a traversé un mois sans avoir le salaire. D'accord. Autre chose, tu es également resté fidèle au terrain en tant que reporter, et c'est remarquable. Ouais. Je disais lors de l'introduction de ce podcast que beaucoup de journalistes rêvent être présentateur TV. C'est vrai que tu as quand même essayé avec On refait la presse, on va revenir. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à préférer le terrain que l'écran? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'argent sur le terrain? Sur le terrain, il y a plus de sensations à faire du journalisme. Et vous touchez du doigt les réalités. Vous êtes au contact de la population. Je ne peux pas vous dire quel goût il y a à faire 3 heures de temps sur une route qu'on peut faire en 30 minutes. Parce que c'est passionnant. Vous avez des voitures qui foncent, vous poussez, des voitures qui transportent des macabous, des produits, des vivres et tout ça. Et à un moment donné, vous vous dites, ben, écoutez, s'il y avait des facilités pour ces gens-ci, ils gagneraient mieux leur vie, par exemple. Ça vous touche, ça vous marque. Parfois, vous avez dans un village, là, vous trouvez du plantain là, qui a mûri sur place parce que, en raison de l'état de la route, les gens ne peuvent pas facilement arriver. Il y a des arrondissements, pas très loin de Yaoundé, où vous arrivez, on n'a jamais véritablement connu l'électricité. Là, je parle de pas très loin de Yaoundé. C'est-à-dire que si vous allez à Afamloum, qui n'est pas très loin d'ici, vous allez vous demander, mais on est dans le centre, là, quand même. Là. Je ne parle pas d'une localité qui est éloignée. Donc, c'est des choses comme ça qui vous marquent. C'est nettement mieux que de venir s'asseoir au Hilton et d'écouter des gens faire, et puis de venir faire un compte rendu. Là, vraiment, c'est des comptes rendus plats. Mais quand vous allez au contact des souffrances, des réalités quotidiennes des populations,
parfois, dans l'arrière-pays, ça vous touche. Et vous vous dites, peut-être le rendu que je ferai ne va pas changer grand-chose, mais j'aurai au moins porté la voix de ces gens-là, qui parfois crient, mais il n'y a personne pour les écouter. Les gens font des années, ils n'ont jamais vu comme ça, en dehors des lampes torches, ils n'ont jamais vu l'électricité. Parfois, ils ne sont pas très loin de Yaoundé, j'insiste là-dessus, parce qu'on croit que la souffrance est seulement dans l'arrière-pays. Je vous dis qu'il y a des arrondissements autour de nous, là, que si vous y allez, vous allez vous dire, waouh, c'est pas possible, ça, on est vraiment là au Cameroun en 2024. Donc, c'est le fait d'être au contact de ces réalités qui, à un moment donné, me forge et je ne me plains pas d'être un reporter et d'être aujourd'hui un grand reporter à Equinox. Donc, si j'ai pu être élu meilleur employé en 2020 ou 19, meilleur employé avec à la clé une bonne enveloppe du PDG, c'est pas parce que je faisais les comptes rendus des séminaires, hein. C'est bien parce que sur le terrain, j'étais présent, parfois là où on ne m'attend pas. C'est-à-dire que je suis en train d'aller couvrir une cérémonie X, mais j'arrive à côté, j'ai d'autres sensations. Vous êtes dans une cérémonie et vous vous rendez compte qu'autour, il y a des choses qui peuvent intéresser vos téléspectateurs. Et le patron a été séduit par ça, de savoir que je peux aller pour une cérémonie. Et puis à côté de ça, je suis marqué par 2 ou 3 petites choses qui peuvent permettre de sensibiliser le public, d'informer des réalités, des populations et tout ça. Et quels sont des grands souvenirs, les souvenirs positifs que tu gardes c'est vrai que tu pratiques toujours le métier de reporter, les souvenirs jusqu'ici, le plus beau souvenir en tant que reporter à Equinox. Une histoire qui t'a marqué. Alors, ma première... Avant que tu parles, peut-être moi, l'un des plus gros souvenirs que j'ai en tant que reporter, bon, je ne sais pas si c'est positif pour toi, mais c'est quand tu nous parles de la venue de Jésus. C'est Jésus ou c'est Marie? Aminkan. Oui. Alors, effectivement, c'est un phénomène qui se passe il y a une bonne dizaine d'années, sinon un peu plus. Oui, c'est Aminkan, d'ailleurs, on appelle ce carrefour du carrefour Jésus. Parce que nous sommes saisis effectivement par un appel téléphonique de ce que Jésus serait apparu à Minkan. Oui. Et nous arrivons à trouver une foule immense. Et puis on entre dans un salon où on voit une image là et tout ça. Oui, ça vous a peut-être marqué, qu'il n'y a pas de vous, c'est les téléspectateurs, mais il y a bien eu plus que ça. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis parti à Manfé. Nous avons passé la nuit en route parce que l'état de la route était impraticable et ça m'a permis de gagner un prix. Je crois que je ne peux jamais oublier ça. C'est le plus gros, c'est le plus grand souvenir. Pour moi, c'est le plus grand souvenir parce que c'est à ce moment que je comprends que je viens enfin de trouver le média qu'il me fallait. Il y a eu bien d'autres reportages après. Par exemple, mon aventure à Minkan, là, ce n'est pas le Minkan de Yaoundé 4, c'est le Minkan de la région du Sud. Il y a quelques années, souvenez-vous, lorsque un papa, un chef traditionnel, a refusé à Mondo Vision de récupérer les seaux qu'on distribuait dans le cadre de la lutte contre le Covid. Ah oui. Et mon patron qui voit ça et qui sent qu'il doit forcément avoir quelque chose derrière, parce que voir quelqu'un comme ça qui refuse publiquement de récupérer des seaux pendant que d'autres collègues prenaient, il sent ça et puis il me dit il faut aller un peu à Minkan voir. Il faut chercher à comprendre pourquoi ce chef refuse les sceaux du président de la République. Puisque quand on les offrait ces dons, on disait que c'était les dons du président. Ça me marque pourquoi? Ça me marque parce que nous y allons avec Emmanuel Diop, dont nous parlons tout à l'heure. Nous y allons. On décide d'aller à Minkan, qui est à 75 km de Bolova. Ce n'est pas aussi loin que ça quand je parlais de l'arrière-pays. Vous voyez qu'on peut être à 75 km de Bolova, chef-lieu de la région du Sud, et avoir tellement de problèmes. Et nous ne manquons pas de le savoir lorsque nous arrivons à Ebolova et qu'on nous dise qu'en fait, on ne peut pas y aller en voiture, sauf si c'est votre voiture personnelle. Il n'y a que les motos pour arriver à Minkan. Je dis bien 115 km. Et que si nous décidons d'aller en voiture, le seul monsieur qui se bat là-bas avec une vieille pick-up ne peut s'arrêter qu'à Nyangon. Et Nyangon est encore à une vingtaine de kilomètres de Minkan. Donc nous prenons une moto que nous louons et nous embarquons sur un terrain inconnu. Donc notre seul guide, c'est Dieu, et puis le Ben Skinner que nous avons pris.
Ce qui me marque dans cette aventure, c'est l'attitude des autorités administratives, et notamment du préfet de l'Anvila de l'époque, qui aujourd'hui est le préfet du Vouri, qui, ayant appris que nous étions sur le terrain, demande qu'on nous interpelle. Parce qu'il estimait, bon, il nous dira cela plus tard lorsqu'il nous convoque à sa résidence, il nous dira plus tard que nous venons réveiller une affaire qui était déjà close, pourquoi nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Et moi de lui dire que Minka n'était pas à Bongo au Tchad. C'est bien un territoire camerounais. Et en tant que journaliste, j'ai le droit d'aller n'importe où dans mon pays. Il fallait plutôt me demander ce que je suis allé faire là-bas. Et ça aussi, ça m'a marqué parce que j'ai compris que dans ce pays, des gens peuvent parfois aller au-delà de leurs compétences pour juste plaire. Parce qu'en fait, nous n'allions pas créer une quelconque situation là-bas. On voulait comprendre pourquoi ce chef n'a pas voulu prendre les sous. Et nous avons compris pourquoi. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des difficultés pour se rendre là-bas. Vous imaginez un chef traditionnel qui est convoqué à Ebolova, qui paie 15 000 francs de transport en moto. Et il arrive, vous lui remettez 2 seaux, 4 morceaux de savon et peut-être 15 cachinets pour tout un village. Si ce n'est pas de la moquerie, on appelle ça quoi? Ils ont appelé le chef en question pour ne pas nous recevoir. Mais nous avons travaillé avec la population et nous avons compris pourquoi le chef avait refusé de prendre ces seaux. Aussi bien à l'aller qu'au retour. On ne peut pas payer autant d'argent rien que pour le transport, pour venir prendre ce que je peux considérer comme des pipis de chat. Donc c'est aussi une étape de ma carrière qui m'a un peu marqué. Mais dans chaque expérience que nous vivons, nous tirons toujours l'essentiel. Ça nous pousse toujours à aller un peu plus loin. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites que vous avez déjà eu tellement de blocages pour accéder aux informations, alors qu'il y a même pire qui vous attend quelque part. Mais à la fin, on est rentré avec des reportages qui ont également fait mouche. Je crois que vous avez coupé quelques extraits que vous avez balancés sur la toile en son temps. Et en termes de pire, tu as parlé de pire. Est-ce qu'il y a eu des souvenirs difficiles? Est-ce que tu as fait la prison, la cellule, des accidents sur le terrain? Est-ce que ça a existé? Alors là, je peux plutôt dire que je suis gâté positivement parce que la prison, non, la cellule, non plus. Interpellation, oui. Comme je l'ai dit, le préfet ayant demandé au sous-préfet de Boulevard 1er de nous faire interpeller par la brigade de gendarmerie de Nyangon. De notre retour de Minkan, effectivement, le commandant de la brigade a cru bien faire son travail. Mais comme Dieu fait les choses, le même jour, le commandant de la légion de gendarmerie du Sud, qui venait du littoral avant d'être affecté dans le Sud et qui connaît très bien Equinox, était en tournée. Et il nous trouve là à la brigade et il demande ce que nous faisons là. Et puis le commandant lui dit qu'il a été instruit par le sous-préfet de nous retenir pour ci, ça. Et le commandant demande pourquoi. Quand il explique, il dit aux journalistes que non, partez, allez faire votre travail. D'ailleurs, je suis même en tournée. Si vous avez des difficultés pour entrer, on peut continuer la tournée ensemble. Bon, nous avons décliné l'offre, mais nous sommes très contents de cette expérience-là. Et est-ce que la ligne éditoriale d'Equinox, perçue comme la chaîne du peuple, de l'opposition, ne vous crée pas également, quand je dis vous les journalistes, les reporters surtout, des blocages au niveau de l'accès à l'information? Non, ce sont les élites. Ce sont les élites, c'est quelques élites capricieuses qui veulent mettre ça dans la tête des Camerounais. Je peux vous dire que quand je suis allé au Sud, d'ailleurs, chaque fois que j'y vais, parfois nous dormons chez des gens qu'on pensait être... Je ne veux pas citer des noms ici. Vous avez dans une chefferie traditionnelle de quelqu'un qui occupe une haute fonction ici à Yaoundé. Et puis il apprend que vous êtes de passage dans sa localité. C'est lui qui demande qu'on vous mette à l'aise, par exemple. Mais ici, il y a une autre image. On vous donne l'impression que non, vraiment, on a le Sud et là, on n'est même pas Equinox. Oh là là, machin. Mais vous arrivez là-bas, on vous porte en triomphe. Parce que les problèmes qu'il y a ailleurs, c'est les mêmes problèmes qu'il y a dans le Sud. La route Ebolo va comme 2, Kribi et où. Lorsque les gens ont bloqué la route, on a dit on va vous faire venir l'électricité. Allez voir si l'électricité est là aujourd'hui. Alors, lorsque vous dénoncez ça, lorsque vous exposez ça, c'est parce que vous n'aimez pas une région ou bien... Non, nous travaillons pour que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et lorsque nous le faisons, c'est sans couleur, c'est sans distinction, c'est sans... On ne peut pas savoir de quelle tribu vous appartenez. Lorsqu'on va dans une région, ce n'est pas parce que c'est la région du président de la République. C'est parce qu'il y a des Camerounais là-bas. On va là-bas comme on va ailleurs, comme on va à l'Est, comme on va partout. Donc, c'est ici à Yaoundé qu'on veut donner l'impression qu'Equinox est la chaîne de l'opposition. Vraiment, Equinox ne dit jamais ce qui est bien. Lorsque nous faisons des reportages sur les mauvaises routes, on crie sur nous.
Mais le lendemain, quand le ministre des Travaux publics inaugure une route, on en parle, les mêmes gens ne disent plus rien. Non, c'est pas... Et c'est normal. Nous sommes arrivés dans un milieu qui était un peu fermé. Parce que pour dire vrai, nous osons beaucoup. On est dans un milieu qui est un peu fermé. Il y a des patrons de presse dont il suffit d'un coup de fil pour qu'ils se rétractent. Par contre, Equinox, malgré les menaces, malgré tout ce qu'il y a autour, les manigances, pour nous fermer, pour nous faire taire, Equinox tient la dragée haute. On maintient le cap. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. La ligne éditoriale reste la même. Tu as une longue carrière de reporter. Et je disais tout à l'heure que tu as essayé. Tu t'es essayé en tant que présentateur télé avec l'émission On refait la presse. Je crois que je ne me trompe pas. La presse se dispute. La presse se dispute. Oui. Ouais. L'émission n'a pas tenu long feu. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Marcelin? La presse se dispute. On est obligé de marquer un stop parce que Equinox, comme vous le savez, doit opérer un grand déploiement à l'occasion de la Coupe du Monde qui s'est disputée au Qatar. Et donc le patron estime que avec la programmation qui sera un peu chamboulée, il ne sera pas évident que la presse se dispute tienne. Et donc on suspend l'émission pour revenir après la Coupe du Monde. Bon, avec d'autres réalités qui arrivent après et tout ça, l'émission n'a pas repris jusqu'aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je ne perds pas espoir qu'un jour cette émission revienne, parce que c'était quand même un programme qui permettait de mettre face à face des journalistes qui chacun venait défendre un article qu'il avait commis. C'était un peu inédit, ce n'était pas une revue de presse dans le sens propre du terme. Donc l'originalité de ce programme fait que, pourquoi pas, un de ces quatre, il pourrait revenir dans la grille des programmes. Donc, grand reporter aujourd'hui à Equinox et également coordonnateur adjoint de la rédaction. De la rédaction au centre sud-est. Le coordonnateur étant Guy Zogo. Donc, à Equinox, tu as connu comme rédacteur en chef Albert Lodouillon-Dieu. Je sais pas si c'était les noms, tu peux corriger. Albert Lodouillon-Dieu. Le premier. Polycarpe Essoma, il était rédacteur en chef. Oui, Polycarpe a été rédacteur en chef. Il y a eu Pascal Fenelon Mahobsen, donc après, qui est avocat aujourd'hui. Après Lodouillon-Dieu, c'est Polycarpe. Il y a Mahobsen. Oui. Après, il y a Polycarpe. Après, Eric Kwamo. Oui, ok. Il y a Céline Noufélé. Et aujourd'hui, c'est Jeanne Autou. Ça fait 6. Je vais citer quelques noms pour qu'on ne soit pas très long et tu vas me dire un peu ce que tu penses de... Tu les vantes, hein? D'accord. Tu as beaucoup parlé de Albert Lodouillon-Dieu. Est-ce qu'il a... Un vrai journaliste. Un vrai journaliste. Oui. Il a impacté sur ta carrière. Un vrai journaliste et un vrai manager aussi. Parce que quand on est rédacteur en chef dans un organe de presse, il faut manager des hommes. Il faut être capable de maîtriser vos hommes. Albert Lodouillon-Dieu savait que pour tel sujet, c'est tel qui est apte à le faire. Tel autre, c'est tel autre qui peut le faire. Ça, c'est quelque chose de magnifique que j'ai vécu en ce monsieur. Et chaque fois que tu rentrais avec un reportage sur le terrain, il te posait des questions essentielles. Et en 2 mots, il pouvait savoir si tu as maîtrisé le sujet, même avant d'avoir posé la voix. Voilà. Polycarpe Essoma, c'est point positif. Polycarpe Essoma aussi. Ayant eu une expérience à RFI, parce que il a été correspondant, et ayant été à Siantou, parce que Polycarpe fait partie des premiers journalistes de Radio Siantou. Oui. J'ai envie de dire les pionniers de Siantou, Polycarpe Essoma en fait partie. Donc, quand il arrive à Equinox, c'est un expérimenté. Donc, pour moi, je ne le découvre pas à Equinox. Je le connais bien avant, quand il faisait la pure, le beau temps Radio Siantou. Et Polycarpe est pointu. C'est que Polycarpe, quand il vous fait un reportage, en 1 minute 30, vous avez l'impression que... Eric Kwamo. Eric Kwamo, oh là là. Eric. Également un grand bosseur, qui aussi m'a beaucoup enseigné dans le domaine du reportage, l'attaque des papiers en télévision. C'est vrai que Albert m'avait déjà donné quelques recettes, mais avec Eric Kwamo également, parce que Eric avait une façon de faire ses reportages et d'attaquer ses reportages. D'ailleurs, si vous avez vu les reportages qu'il produisait dans le cadre de Regard Social, c'était bien que c'était de la tristesse. L'émission portant sur des cas qui préoccupent, mais il avait une façon d'amener le sujet, de présenter les cas, les situations, c'était bon. Et lui aussi, c'était un bon manager. Et Cédric Noufélé? Oh, Cédric. Cédric, un bon bosseur. Oui. Un bon bosseur parce que Cédric nous a montré à Equinox que on peut embrasser plusieurs choses à la fois et bien faire. Vous voyez Cédric aux 20h, après vous le voyez présenter tendance économique, et puis vous le voyez à la vérité en face, vous le voyez faire encore droit de réponse, vous vous dites, wow, comment on peut avoir autant d'énergie. Donc, Cédric fait partie de ces jeunes qui inspirent.
surtout pour ceux qui embrassent ce métier nouvellement, qu'il faut persévérer en toutes choses. Parce que quand Cédric arrive à Equinox, il arrive comme nous arrivons aussi, on lui confie des petites tâches, après il fait le 13e minute Inside de l'émission Dimanche avec vous. C'est là-bas qu'il imprime ses marques avec ou toi la présentation. Les deux ont d'ailleurs une carrière qui est semblable hein, et remarquable. Donc, Cédric est un bosseur, il enseigne ça, il partage ça. Et ceux qui comprennent ont compris. On va entrer un peu dans ta vie privée. Tu t'es récemment marié, c'est même pas ta vie privée, tu t'es marié, tu l'as rendu public. Tu l'as dit tout à l'heure, après 22 ans de vie commune, j'ai envie de dire, pourquoi c'est maintenant que tu te maries? Alors pourquoi maintenant? C'est le temps de Dieu, simplement. C'est le temps de Dieu parce que j'aurais pu le faire quelques années avant, mais je dois dire qu'avec mon épouse, on s'est entendu sur un certain nombre de choses. Parce que comme je l'ai rencontré à TBC, la petite chambre de 8 000 francs dont je parlais tout à l'heure, c'est là-bas que je la rencontre. Et elle me connaît très bien. Elle sait que je travaille dans un média où on ne me paye pas et que je me bats comme ça. Après, on va à Dissamba. On commence à avoir quand même un peu d'argent. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on ait un terrain. Et entre-temps, on commence à faire les enfants. Et tu as dit tout à l'heure beaucoup d'enfants. Oui. J'estime que si on a déjà 4-5, c'est quand même beaucoup déjà. Oui. Donc, j'ai envie de dire que c'était une entente entre elle et moi. Ceux qui ont été à mon mariage m'ont entendu parler devant M. le maire et même à l'église. J'ai résumé en 5 minutes 22 ans de vie. Wow. Pour lui dire en fait que je n'avais pas un autre choix que celui-là. Parce que dans ma tête, je suis marié depuis. C'est à la mairie qu'on ne connaissait pas qu'on serait marié. Avec mon épouse, on a pris un certain nombre d'engagements. Le premier, bien que nous étions déjà en train de faire les enfants, était que nous puissions avoir un toit. Je me voyais pas dans la peau d'un journaliste qui se marie et qui, le lendemain, vient rentrer en location. Ce n'est pas une idée qui m'a souvent traversé l'esprit. Ça me mettait particulièrement très mal à l'aise. Et je me disais, ça ne sert à rien d'aller dépenser 2 millions, 3 millions, 4 millions, on fait un mariage, j'ai apprécié tout ça. Et puis, tu rentres la fin du mois, le bailleur vient toquer pour prendre son loyer. Et on s'était dit, dès lors qu'on a notre terrain, il faut qu'on voit comment on va faire des économies. Parce qu'entre-temps, elle s'est formée, elle est institutrice. Donc, elle travaille un peu, elle a ces petits moyens-là. On s'est dit, on va voir comment on va mettre un peu d'argent de côté et essayer de se faire un petit toit. Dès qu'on aura un toit, on va se stabiliser, on va se marier. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Elle n'avait pas peur? Est-ce qu'elle ne paniquait pas que tu puisses la mettre de côté et prendre Ben écoutez, c'est pas une extraterrestre. Évidemment que madame, de temps en temps, avait peur. Il ne faut pas être avec un homme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, à un moment donné, vous vous dites... et puis c'est un homme public, c'est un journaliste. Est-ce qu'on ne va pas me l'arracher au moment où, justement, j'aurais souffert pendant de longues années avec lui? Je dois d'ailleurs vous dire que chaque fois qu'on avait une petite dispute, elle ne manquait pas de me le faire savoir. Tu vas même épouser quand? Mais tu pouvais aussi décider. Mais j'étais tranquille dans ma tête parce que je savais qu'on avait pris des engagements et que je devais les tenir. En fait, Dieu m'avait déjà guidé comme ça. Je savais que dès que j'aurais mon petit toit, le prochain challenge, c'était de l'épouser. Moi, je connais des amis qui sont mariés 2 places, sont allés sans rien dépenser. Tu vois, bon, oui, ce choix. Ça aussi, c'était un choix, mais je ne voulais pas faire mon mariage dans l'anonymat. Okay. Non. J'ai estimé qu'on a suffisamment fait des sacrifices, elle comme moi, pour aller se cacher pour se marier. On s'est dit, à la hauteur de ce qu'on a vécu pendant 22 ans, il faut qu'il y ait quand même des témoins. Et notamment ceux qui ont vu nos débuts. Il serait bien que ces personnes soient là pour voir qu'on peut faire effectivement 22 ans avec une femme et l'épouser. Parce que, évidemment, à côté, il y a ceux qui font 22 et même plus. Et après, n'épousent pas ces femmes-là. Donc, si je suis ton petit frère, je viens, je te dis, grand frère, j'ai rencontré tel. Si ton petit frère, il te dit, il a rencontré une femme et il voudrait faire comme toi, tu l'encouragerais? Même ta petite soeur, disons, donc ta petite. Enfin, je ne peux pas l'encourager parce que je suis mal placé. Ok. Pour encourager quelqu'un à le faire ou à ne pas faire. C'est chacun qui sait comment il vit sa relation. Moi, je savais comment j'y vivais la mienne avec ma femme. D'accord. Si une femme accepte de faire 1, 2, 3 enfants avec vous, quelque part, elle est déjà calée. Et tu es, j'aime bien poser cette question aux journalistes, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli aujourd'hui sur le plan du travail
et même financièrement. Ça va? Sur le plan du travail, oui. Financièrement, ça va? Financièrement, on ne peut jamais dire qu'on a... Oui, j'ai une maison aujourd'hui, mais j'ai des enfants qui grandissent, qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur, qui doivent poursuivre avec leurs études. Ce que nous, on n'a pas eu là. Il faut que nos enfants aillent le plus loin possible, parce que même si on estime que le culte du diplôme, bon, c'est peut-être le système actuel qui veut tuer cela, mais nous devons encourager nos enfants à aller à l'école, et notamment à embrasser les filières scientifiques. Donc, pour moi, en tant que père, je peux dire que je suis plus ou moins accompli parce que ça va. Je ne dois pas affamer chez moi. Les enfants vont à l'école. Je ne paie plus de loyer à la fin du mois. Donc, pour moi, ça va. J'arrive à me déplacer. Mais maintenant, comme je dis, à l'avenir, et cet avenir, c'est tellement moi et madame, mais aussi et surtout les enfants qui grandissent. Il faut bien qu'on pense à leur avenir. Est-ce qu'ils vont souffrir comme nous autres, nous l'avons fait, par exemple? Est-ce qu'ils vont souffrir autant? Parce que ce que nous sommes aujourd'hui aussi, c'est la persévérance. Hein. J'aurais peut-être choisi d'autres canaux, d'autres voies, que je ne sais pas s'il sera encore vivant. C'est quoi tes ambitions? Si les conditions le permettent, si Dieu voulant, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, comme j'ai dit, pour partir d'Equinox, il faut que j'ai une raison. D'accord. Et pour moi, la raison n'est pas seulement le bling-bling. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne me dire, tu as combien à Equinox, je te donne plus et puis je pars. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais je pars pour faire quoi? Pour combien de temps? Ça va tenir sur combien de temps, par exemple? Je dois analyser tout cela. Parce que j'ai déjà atteint un âge où on ne se précipite plus. Vous voyez, à 47 ans, ce n'est plus la fougue. J'ai 23 ans de métier. Mais j'ai bien commencé avant. J'ai 23 ans de journalisme. Donc, à mon âge, on ne court pas. On prend le temps, on analyse et on prend la bonne décision. Pour l'instant, j'ai eu des offres, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Merci Marcelin d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. Et je vais faire une précision qui est importante. Oui. Ça peut aider les jeunes. Oui. Ma première augmentation de salaire à Equinox, c'était après un reportage. C'était de 20 000. Oui. J'ai fait un reportage et le patron a dit, voilà ce que j'attends. Il faut que tu continues comme ça. Il a donné des instructions pour qu'on m'augmente 20 000 francs dans mon salaire. Première augmentation. Donc la leçon jeune, c'est être persévérant. Il faut être persévérant et bien faire ce qu'on a à faire. Il faut bien faire surtout ce qu'on a à faire. Travailler, pas pour faire plaisir au patron. Travailler parce qu'on se sent à l'aise dans ce qu'on fait et on fait tout pour donner le meilleur de soi. Dès lors que vous vous dites, je travaille pour que le patron soit content ou bien pour que le patron... Faites simplement. Moi, je travaillais comme ça. Ce que je faisais, je me disais, je suis dans mon rôle. Mais je ne savais pas que ça a marqué le patron. C'est ce qu'il faut faire. Il a augmenté 20 000 pour passer à combien? En aparté, je pourrais vous le dire. Ok. Merci Marcelin d'être passé chez moi, d'être passé chez nous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ça allait très vite, hein? Ça allait très vite, oui. Mais c'était long. Le parcours est très long, les gens ne le savaient pas. C'était enrichissant, on n'a pas la prétention d'avoir tout dit, oui. Mais au moins, je pense qu'on a essayé quand même d'insister sur l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas, en 1h30, par exemple, résumer 23 ans de carrière, c'est pas évident. Mais je pense avoir quand même dit l'essentiel. Peut-être tu écriras un livre, qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des choses à dire quand même, hein? Surtout pour la jeune génération qui arrive dans un métier qui est de plus en plus difficile en raison de l'environnement. Ce n'est pas facile du tout. Donc, ceux qui arrivent là, chapeau. Merci. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis devant votre mobile ou même devant votre téléviseur. On se dit à très bientôt avec un autre invité tout aussi inspirant. À très bientôt.